Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Show, l'émission dédiée à la santé mentale, l'émission où l'on parle de troubles psychiques avec des personnes qui sont touchées de près ou de pas trop loin par la maladie. Et aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais deux invités, ils sont de la même famille. D'ailleurs, on va parler de l'histoire de leur famille, c'est Claire et Romain Baudéan. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie-Letty. Comment ça va? Bien, merci. Bien. Bon, on va Très parler content d'être avec vous. On va parler de votre film. Claire, tu es la tante de Romain, qui est réalisateur. Et Romain, tu es le neveu de Claire, donc, qui est journaliste, rédactrice en chef et réalisatrice aussi. J'ai fait de la réalisation, mais il y a longtemps. Et Romain, tu es aussi le petit-fils de la mère de Claire. Ouais. Hein, tout le monde suit là jusque-là, j'ai pas faux, donc c'est déjà bien. Et donc, cette maman, Claire, elle s'appelait Badé, et on va parler d'elle pendant cette émission. On va parler aussi du CHRS, le Centre d'hébergement de réinsertion sociale pour femmes, avec Annabelle, qui nous rejoindra dans un instant. Et on parlera avec Stéphane d'innovation en santé mentale. Voilà déjà un beau programme. Alors Romain, tu as réalisé un film qui s'appelle Au dos de nos images, qui met en lumière une femme, donc Badé, ta grand-mère, qui s'est suicidée en 2001. Est-ce que tu peux pitcher ton film? Je vais dire un peu comment le projet est né, ou le désir de film. Donc en 2001, j'avais 15 ans quand elle se suicide, et donc ce geste est une blessure et une énigme. Et des années plus tard, quand j'arrive à l'âge de 30 ans, j'éprouve le besoin de... J'ai le désir d'avoir un enfant, et j'ai peur que cette maladie mentale soit transmise peut-être, ou soit transmise à mes enfants. Et j'ai besoin de faire un peu le point sur... et d'aller à la rencontre aussi de cette femme. Et donc j'ai décidé de faire un film sur ma famille, et Claire me transmet le journal qu'elle a écrit en fait. Qu'elle a écrit à la fin de sa vie et qu'on a retrouvé au moment de son suicide, mais qui était resté un peu dans des cartons pendant 15 ans. Et donc 15 ans après son suicide, j'ai cette matière entre les mains qui est assez fascinante, qui est à la fois intéressante d'un point de vue documentaire sur la maladie mentale, où elle parle de ses internements, de ce que c'est que la maniaco-dépression, et en même temps un texte très, très poétique, très, très beau, et j'ai envie de le faire partager, que sa parole soit transmise. Et donc je décide de mettre ces films en perspective avec les films de famille tournés par mon grand-père, qui sont des films de bonheur, et alors que son texte à elle est plutôt un texte de dépression, donc plutôt sombre. Et donc c'est cette rencontre entre les deux textes, entre le texte et l'image, qui ne disent pas la même chose, qui m'a intéressé d'un point de vue cinématographique. On ne va pas aller trop vite. Okay. Parce qu'il y a plein de questions justement que je vais vous poser sur ces différents sujets justement. Ce que je vous propose, c'est de regarder la bande-annonce et puis on en reparle après. C'était à elle, ça. Ouais, c'est Badé qui l'a écrit. Ça. Ah bon? C'est un texte qui s'appelle Fleur de sel. Ah, ça y est. Le titre me parle. Ce récit a été tiré des marais salants, dans lesquels il macérait depuis de longues années. Difficile d'en extraire le sel et d'en éliminer la vase. Oui, d'accord, mais... Et alors, mais qu'est-ce que ça fait? Les gens, ils voient ça, portrait de sa grand-mère, maniaco-dépressif, tout le monde s'en fout. Des maniaco-dépressifs, il y en a dans toutes les familles. Des suicidés, il y en a dans toutes les familles. C'est de ma faute, sans doute, tout ce qui est arrivé. Ai-je aimé? J'avais pourtant l'impression que oui. Mais ne pas être aimé, c'est trop dur. On vit avec des comédiens. La vie est une vaste comédie. Alors, au dos de nos images, que signifie ce titre? C'est une question qui m'intéresse, c'est toujours l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on dégage, ce qu'on donne à voir de soi et qui on est vraiment, et toute la complexité qu'on peut être. Et souvent, on est réduit à une image. Et notamment là, moi, j'avais cette image de cette grand-mère qui était avec ses symptômes, donc maniaco-dépressif, suicidé. Et c'était
aller voir ce qu'il y a derrière, essayer de comprendre qui elle était, vraiment aller à sa rencontre a posteriori. Et aussi, c'est qu'elle retourne sur le dos des photos. Il y avait plein de commentaires, souvent assez délirants ou d'une réécriture un peu de l'histoire. Et donc, un des dispositifs du film, c'est de retourner les images pour voir ce qu'il y a au dos. Et donc voilà, c'était un double sens donc, ouais. dans le titre. Alors, très vite, on se rend compte que ça n'a pas été simple pour toi de recueillir tous les éléments qui vont te permettre de réaliser ce film. Pour quelles raisons? Alors au départ, je voulais justement raconter, l'idée c'était de raconter cette femme de son point de vue à elle, avec les images de mon grand-père et avec les 5 enfants. Sauf que dans les 5 enfants, ni mon père ni ma tante aînée n'ont voulu participer au projet. Donc ça a rendu le projet un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et surtout, mon père, qui avait en sa possession les archives 8 mm familiales, refusait de me les transmettre pour mon projet. Donc, pour quelle raison? Est-ce que tu sais pourquoi il ne voulait pas? Alors dans le film, on le comprend, mais... Ouais. Peut-être qu'il y avait un rapport de force père-fils, peut-être qu'il y avait aussi la volonté de se protéger, de ne pas exposer son intimité à d'autres, parce qu'il se disait que si je faisais un film, cette histoire familiale douloureuse allait être exposée à d'autres, et il voulait garder ça pour lui. Mais tu le dis à un moment donné, mais tu dis c'est ma famille, mais je fais partie de cette famille aussi. Ouais. Donc c'était ça qui était compliqué pour lui à entendre. Mais donc ça dit quelque chose du tabou de la maladie mentale. Enfin, il y a la honte du suicide, il y a la honte de la maniaco-dépression, et surtout il ne faut pas que ça sorte. Quoi, oui, mais de la famille, d'accord, mais ça pourrait peut-être se comprendre de ne pas sortir de la famille, mais là, pour le coup, tu fais partie de cette famille. Mais même dans la famille, c'est un sujet tabou finalement. Ouais. On en parle peu. Peu ou pas, peu des ou fois, pas, parfois. Peu ou pas. Enfin, on évite d'en parler parce que c'est douloureux. Mais finalement, tu as réussi quand même à les avoir, ces images. Alors Claire, tout de suite, dans le vif du sujet, on arrive dans le film avec un message vocal où on t'entend dire « J'ai eu le mail de ton père, écoute ton père est en souffrance avec sa famille, ne te prends pas la tête avec ça, les morts sont morts, et nous on est vivants et tout va bien. » Et tout va bien. Est-ce que réellement, c'est ce que tu penses à ce moment-là, dans le message? En fait, j'essaie de répondre à Romain sur quelque chose que je connais dans ma famille, qui est le tabou, le silence et la culpabilité qu'on met en route chez ceux qui veulent parler. Et j'essaie de lui donner à la fois l'image de la souffrance de son père, que je ne veux absolument pas accuser dans ce moment-là. Mais quand je dis « tout va bien », c'est que je pense vraiment que quand on est vivant, tout va bien. Et que quelle que soit la problématique qu'on a tous dans nos familles, puisque finalement, il y a des problèmes partout, de santé mentale en particulier, si on est vivant et qu'on veut aller dans le sens de la vie et de sortir de quelque chose, c'est quand même mieux que d'être mort, quoi. Parce que il y a plus de facilité à faire bouger les choses quand on est vivant, ça c'est sûr. Et que si on ne va pas vers du vivant quand on est vivant, on meurt. Parce que c'est quand même une chose quand on est malade, quand on est dans des camisoles chimiques, ce qui était le cas de ma mère. Si on ne se bagarre pas, la chimie, l'extérieur, tout prend corps sur vous et le corps finit par faire une maladie. Enfin, c'était un petit peu comme ça que je disais. Nous, on est vivants, on a de la chance. Allons-y, quoi. Alors, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est parce que nous sommes à Falleray, dans les nouveaux studios, et qu'il y a encore un peu de travaux. Donc, il y a un petit peu de bruit. Donc, voilà, mais il ne faut pas que ça nous perturbe. Toi, Claire, tu es donc journaliste, aussi réalisatrice. Et est-ce qu'il y a... T'as jamais eu envie, toi, de parler de ce sujet? Alors, j'ai fait... jeune journaliste, je rentre à FR3 Champagne-Ardenne. Et très vite, je suis mise à la télé, présentation, etc. Je quitte la présentation et je dis je veux faire du reportage. Et mon premier sujet, j'avais jamais tourné, je fais un 26 minutes sur la psychiatrie parce que je réussis à rentrer dans le CHS de Bel-Air dans les Ardennes et je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, j'interviewe les soignants, les soignés, et je vire les soignants et je fais parler que les soignés, que les gens qui étaient internés. Et j'ai accès à tous les pavillons du centre hospitalier spécialisé de Bel-Air. Et je vais dans des endroits incroyables comme le pavillon des arriérés,
Oui, c'est incroyable parce que c'est quand même assez fermé comme Ouais. milieu, hein. Les portes ne sont pas ouvertes, surtout pas aux journalistes. Et c'était la première fois qu'un journaliste rentrait dans ce centre. Et évidemment, comme j'avais tout faux et que quand j'ai demandé à mes directeurs de regarder le film pour voir avant diffusion s'il était diffusable, ils m'ont dit, enfin, de toute façon, c'était une époque où on ne contrôlait pas tout ça. Et quand le film a été diffusé, les familles des patients ont fait censurer le film parce que je n'avais pas demandé les autorisations par écrit, que le médecin-chef de l'hôpital qui m'avait ouvert toutes les portes, il s'est complètement dédié ensuite et il m'a complètement laissée toute seule, que le syndicat, l'un des syndicats avec qui j'avais travaillé, lui aussi est revenu contre moi. Bref, je me suis retrouvée toute seule avec ce film qui s'appelait « Attendez-moi, je vous aime ». Et j'avais fait tout faux, hein, parce que c'était mon premier film. Mais bon, c'était quand même un sujet qui t'intéressait déjà et dont tu avais envie de parler. Ah oui, oui, oui. La souffrance psychique t'intéressait déjà, c'est parce que ça aurait pu être ça. L'idée, c'est que ta maman elle était suicidée à ce moment-là, quand tu étais à France 3 ? Pas encore. Non. J'avais 23 ans quand j'ai fait ce film et elle s'est suicidée en 2001. J'en avais, je suis de 1958, je ne sais plus quel âge j'avais, mais bon, bref. Donc elle était encore là, oui. Mais ses souffrances étaient déjà connues. Mais en fait, je pense que quand j'ai fait ce film, c'était pour elle, parce que j'avais passé mon enfance à aller la voir dans les hôpitaux, à voir les traitements, à l'écouter. Je me rendais compte qu'il y avait un hiatus entre ce que je sentais d'elle, qui est une femme intelligente, on le voit dans le film, qui est une femme... et ce que la chimie et ce que l'environnement psychiatrique lui apportait comme réponse, qui était pauvre par rapport à ce qu'elle demandait. Moi, je pense qu'elle avait besoin de paroles, elle avait besoin d'être entendue, et c'était pas l'époque, ça se passait pas comme ça. La psychanalyse et tout ça, c'était pas franchement commun. Et voilà, et j'ai eu envie de parler de ce que j'avais ressenti enfant. Il y avait un désir quand même. Oui. Mais bon, ça a été la seule fois où finalement tu as enclenché le pas justement sur un sujet qui te touchait de près. Oui. Puis après, on m'a coupé les pattes puisqu'il a été censuré. Mais j'ai gardé les cassettes, j'ai gardé les masters, j'ai tout. Et je ne désespère pas de un jour pouvoir le récupérer. Et le diffuser. Mais nous aussi, ça nous intéressera de voir. Parce que ce qui s'est passé il y a plusieurs années et aujourd'hui, et on verra avec Stéphane justement l'évolution de tout ça. C'était en 82. Oui. Ça a beaucoup évolué, hein, la psychiatrie. Et tu as un texte aussi, donc on va revenir sur les éléments qu'a réussi à réunir Romain pour réaliser ce film. Donc ce texte dont tu parlais tout à l'heure, qui fait 40 pages, et c'est toi qui l'avais, ce texte, qui l'avais récupéré ou c'est Badé qui te l'avait donné? Non. C'est un texte que vous avez trouvé par hasard? Non, après le suicide de maman, on débarrasse évidemment plein de choses. Et mon frère Pierre, le papa de Romain, avait beaucoup de choses de ma mère et je pense qu'il avait plus ou moins envie de les jeter. Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Et moi, j'ai dit non, j'aime l'écrit. Et je dis non, tu me donnes tout. Donc il y avait des photos, des écrits, etc. Et il y avait à l'intérieur des tapés à la machine. Elle avait fait taper à la machine son texte par une amie. Qui s'appelle Fleur de Sel. Et donc, en fait, tout était un peu en désordre. Et j'ai quand même un peu réussi à réordonner parce qu'elle avait dû mettre un ordre. Elle avait dû faire un chapitre annoté, un synopsis. Et donc, moi, j'ai pu tout remettre en ordre et je l'ai tapé sur mon ordinateur. Et la première des choses que j'ai faites avec ce texte, très tôt, c'est que j'ai parlé à ma mère avec ce texte. J'ai établi un dialogue avec elle et je lui ai posé des questions par rapport à la vie que j'avais eue, moi, ensuite, en tant que femme, etc., par rapport à la maladie mentale, à mes propres obsessions qui me venaient d'elle, sur le lien à l'homme, etc. Et un jour, Romain a 14 ans, et je ne sais plus comment on est venu, Romain, à parler de ça. Je te dis, oui, moi, j'ai un récit de ta grand-mère. Et est-ce que ça t'intéresse? Et voilà. Et je crois que très vite, j'ai pu lui communiquer. C'est quand j'ai voulu faire le film, en fait. Non, c'était pas. En fait, quand j'ai voulu faire le film à 28 ans. C'est moi qui
Je voulais faire un film qui s'appelle L'Héritage et je voulais en fait au départ interviewer les 5 enfants et aller à leur rencontre et réfléchir à comment est-ce qu'on se reconstruit avec une enfance compliquée, avec une blessure d'une mère comme ça. Comment est-ce que chacun à sa manière a des... Je reprécise pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, Badé, donc vous étiez 5 enfants, hein, oui. C'est ça. C'est juste pour repréciser. Voilà, donc 5 oncles et tantes et je les voyais chacun essayer de tenir debout, chacun à leur manière et c'est ça qui m'intéressait. Donc le film s'appelait L'Héritage et à ce moment-là je les contacte et Claire me dit, bah écoute, c'est là qu'elle me transmet le texte de Badé par internet, en PDF. Et donc moi je découvre ce texte à 30 ans quasiment, et en découvrant ce texte, le film change de direction, c'est plus l'héritage, c'est vraiment l'histoire de Badé, et au-delà de nos images, et c'est comme ça, et comment est-ce qu'on la raconte elle, en croisant tous ses points de vue, quoi. Oui. Mais si je dis 14 ans, c'est parce que je repère que quand Romain a 14 ans, il est dans l'image, il est dans l'écriture. Et en fait, je fais Mais ça, c'est un truc de famille aussi, quand même. Ouais. Oui. Parce que toi, tu écris, tu as rédigé beaucoup, toi, tu rédiges beaucoup, et on découvre les images. C'est Henri, hein, c'est ça, ton père, donc le mari de Badé, qui filme, qui lui aussi a une façon quand même de réaliser au 8 mm des images assez extraordinaires, dignes d'un grand réalisateur. Magnifique, en fait. Les images sont magnifiques. Et alors, une fois que tu as réussi à regrouper tous les éléments, et ce texte qui allait te servir d'une base d'écriture, puisque c'est la narration du texte, comment est-ce que tu as choisi l'angle de l'approche quelle image est-ce que les images se sont imposées à toi pour donner cet angle, parce qu'on voit beaucoup de joie de vivre dans ce film. Il n'y a pas de dramaturgie, avec un très beau texte. Comment tu as réussi à tout pris, tu as mélangé, puis paf. En fait, facile, en fait, le texte, l'essentiel du texte, c'est quand même sur son enfance. C'est une grande partie du texte. Et moi, ce qui m'a intéressé, au contraire, c'est vraiment sa vie de femme adulte. Donc, j'ai commencé avec son mariage en 1953 jusqu'à son suicide en 2001. Quoi. Donc, c'est vraiment cette période-là qui, moi, m'a intéressé. Sa vie de femme, de mère. Et donc, déjà, j'ai choisi cet angle-là. Et ensuite, j'ai découpé des morceaux qui me semblaient, qui m'intéressaient. Enfin, tout ce qui était ses internements psychiatriques, sa sexualité, sa vie de mère, la maternité. Donc voilà, j'ai choisi des extraits qui avaient du sens et qui parlaient de la femme, de la femme au XXe siècle, comment l'évolution qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui, des mutations et cette quête d'égalité qui, à l'époque, n'était pas du tout gagnée, quoi. C'est un film qui dure 1h30. Là, récemment, il y a eu des projections qui ont été faites. Il dure 1h14. 1h14 ouais. Et il y a eu des projections qui ont été faites, suivies d'un débat, c'est ce qu'on appelle un ciné-débat. Et nous sommes venus une fois lors d'une projection, on est venus vous voir. Toi, Claire, tu as accompagné Romain sur cette projection-là. C'était aussi accompagné d'un psychologue, psychanalyste qui était venu. Et on a été poser des petites questions donc, au public qui était présent. Il y avait des gens qui étaient venus par curiosité de voir un film à l'affiche. Il y avait des gens qui étaient là parce que c'est un sujet qui les touchait de près ou de pas trop loin, comme je le dis assez souvent. Il y avait des amis, à vous. Il y avait de la famille. Et du coup, on a été leur demander ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient pensé de votre film. On regarde ce micro-trottoir. Il y a beaucoup de questions fondamentales qui sont posées et qui devraient être moins tabous. Son papa, c'était pas contre le film qu'il était. Il ne voulait pas, il n'avait pas envie de dire les choses. Et il peut toujours pas les dire. Il a trop souffert. Donc sa résilience à lui, elle est dans la création. Il se retrouve dans la création comme son fils. Mais moi, je suis déjà, en fait, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu parce que j'avais envie de revoir, j'avais envie d'emmener les parents le voir. Et après, je suis venu aussi au départ parce que, déjà parce que c'est l'œuvre d'un ami et que je pense que c'est important que les proches participent à ça. Et puis parce que c'était aussi un peu des années de tempête. Et que je trouve que c'est intéressant de voir le résultat de ces années-là. Il y a eu un moment, il y a la phase de préparation, là, il y a la phase d'action, et puis il y a aussi maintenant un petit peu de recul. Que selon les séances, les gens ne posent pas du tout les mêmes questions et ne sont pas attachés vraiment aux mêmes détails ou aux mêmes phrases.
Et c'est en cela que je rejoins ce que disent beaucoup de gens sur le côté très universel d'une histoire qui au départ est très personnelle. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait écrire, ça m'a fait parler. Dans le film, il y a une scène comme ça où les infirmières disent de rentrer, ça va passer. Et on change le dosage de médicaments, mais on n'écoute pas ce qui se dit. Dans la façon dont on traite la folie, on oublie la personne qui vit cela et on oublie d'écouter ce qu'elle dit. Je trouve que c'est un film exceptionnel. Ce genre de maladie, ça apporte beaucoup de souffrance en fait dans la famille. Et donc du coup on voit un éclatement, donc toute la fratrie qui est dispersée et qui a beaucoup de mal à se réunir. Et c'est là où on voit que le lien est assez fragile. C'est très important de délier la parole, en fait, de pouvoir parler de ce sujet qui est tellement tabou, la maladie mentale, parce qu'elle est un petit peu insaisissable, elle fait peur aussi. Et il n'y a pas assez de solidarité, justement, par rapport aux aidants. On ne les écoute pas assez, parfois ils se sentent un peu démunis, seuls. Et donc je trouve que c'est important aussi d'en parler pour ça, pour dire que la maladie mentale est reconnue, c'est pas honteux. On peut s'allier pour trouver des solutions et surtout pacifier en fait les liens familiaux en fait. Alors je suis la fille aînée, voilà. Donc je m'appelle Marie. Je trouvais que c'était une image très noire de notre mère et qui était présentée dans le synopsis, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Romain. Et bon, j'ai pas souhaité, c'est vrai, apparaître vraiment clairement sur le film. Romain nous l'avait demandé. Et puis, je vois que ce film finalement nous rapproche et me permet aussi de relire un peu l'histoire. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler de mon enfance. C'est une belle réalisation, donc je remercie mon neveu et puis voilà. J'aurais voulu la connaître plus et donc je suis venue voir le film pour ça, parce que je voulais la voir en fait. De la connaître plus aussi à travers sa souffrance, mais aussi à travers des images des mariages et la vie et les enfants et tout ça et tout ça. Je suis hyper fière d'elle, voilà. Qu'elle adorait la vie, qu'elle aimait la vie, il y avait une recherche de vie et d'amour qui voulait s'exprimer, même quand elle dit qu'elle part du jardin, ils s'occupaient de leur jardin comme ils s'aimaient, avec amour. Ça, je trouve ça... Voilà, je trouve qu'il y avait vraiment ce côté amour et désir de vivre qui ressort, et qui ressort y compris des images. Les images parlent d'elles-mêmes en fait, voilà. Et je trouve ça beau. S'aimer comme on s'aime, c'était la vraie phrase. Et s'aimer comme on sème des graines en fait, c'était l'idée du texte. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ça ? Parce qu'on ressent une émotion assez incroyable de toutes ces personnes. Et comme je vous le disais, il y a des gens que vous ne connaissez pas, il y a votre famille aussi qui parle, mais... moi, ça me touche C'était l'enjeu du film, c'était comment, en racontant la vie de ma grand-mère, cette histoire très singulière, arriver à toucher l'autre, mais vraiment, et l'inconnu, quoi. Comment est-ce que n'importe qui peut être sensible à cette histoire qui est universelle, et donc c'est une vraie réussite, quoi, que ça ait fonctionné, quoi. Et il y a deux mots qui ont retenu mon attention, c'est des années de tempête, et c'est vrai que ça a été... Et en fait, il y a le thème de l'eau et de la mer et du vent dans le film qui est très présent. C'est vrai. Et donc, de sel, oui, on parle beaucoup de sel marin, notamment. C'était vraiment une tempête, cette création là, pendant 5 ans. Et l'éclatement aussi, c'était l'idée du film. J'avais cette sensation d'avoir, au début du film, on commence avec plein d'images éparpillées sur le sol, et j'avais cette grand-mère qui était éclatée, qui était insaisissable. Et l'objet du film, c'était de rassembler tous ces morceaux et de le faire tenir, et de rassembler cette famille éclatée aussi dans un objet qui se tient. Ouais, mais c'est ça, c'est le terme, c'est vraiment ça, rassembler les morceaux. Parce que finalement, chaque partie de famille est un morceau, donc réunir ça. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand on a senti aussi chez toi beaucoup d'émotions quand tu entends ta sœur parler Oui, je suis très très contente que Romain ait pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le film, j'ai dit à Romain, merci, tu m'apaises, tu me rends quelque chose que je ne pensais jamais trouver. Et là, je vois qu'avec ma sœur aînée et même sa fille Gabriella qu'on entend, qu'on voit sur ces images, tout le monde est réuni autour du dessin à tout point de vue, dessin EIN et IN à la fin, de Romain, qui était de vérité, parole, échange, partage. Et on se retrouve autour de cette histoire qui est notre famille et qui est une histoire d'amour, de vie. Et
s'aimer comme on s'aime, moi, j'aime bien le SEM, S-E, accent grave M-E, mais ma mère croyait à l'amour. C'était une obsession même. Hein. Oui, mais alors un truc qui n'existe pas en fait. Oui, c'est ce que je dis un petit peu dans le film. Elle avait peur de ne pas être aimée ou d'aimer assez. C'était un petit peu dans les deux sens. Oui, puis alors elle avait la conception de beaucoup de femmes de l'époque au XXe siècle qui était que l'homme doit tout apprendre à la femme. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Moi, Ouf. Enfin, on espère encore, pas partout, mais... Oui. Et en fait, elle attendait que l'homme lui apprenne la sexualité, la tendresse, le bonheur, le ceci, le cela. Et donc, en fait, j'ai beaucoup aimé quand Romain a commencé le film dans ses choix en disant il ne pouvait pas me prendre dans ses bras et donc je me suis fait une bouillotte pour avoir chaud. Et en fait, elle pensait que tout venait de l'homme. Mais non. Et moi, c'est pour ça qu'après, je me suis beaucoup interrogée dans ma propre vie sur... Ah oui, c'est l'éducation était... Ben oui, l'amour, c'est quelque chose qui se construit, c'est tâtonnant, on ne sait pas trop, quoi. Donc, c'était pas l'idée de départ, mais finalement, tu as réussi à recoller ces morceaux. Oui. Cette famille, tout d'un coup, tu as tout le monde qui se réunit. Moi, j'ai une question, c'est ton père, est-ce qu'il l'a vu, ce film ? Oui, je lui avais envoyé le lien, en fait je l'ai envoyé aux 5 enfants. Il n'est pas venu sur une projection. Si, il est venu à la première projection le 13 octobre, mais je l'avais envoyé à tous les enfants, donc mes oncles et tantes, il y a 2 ans quand j'ai terminé le film. Et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu, qu'il n'avait pas voulu le regarder. Mais là, il est venu à une des premières projections et il m'a dit bravo, que j'avais bien fait de me battre pour le faire et qu'il était fier. Et voilà, il a recommandé à ses amis d'aller le voir aussi. Sur Facebook. Donc il y a eu vraiment un cheminement aussi de son côté. Bah oui, clairement, puisque au début du film, on entend cette souffrance avec cette famille, tu le dis dans le message. Ouais. Il est en souffrance avec cette famille. En fait, laisse tomber. Et puis toi, tu t'es battu. On ne va pas tout dire du film, mais à un moment, on sait donc que tu réussis à réunir tous les éléments. Et le fait qu'il l'ait vu et qu'il en fasse même la promotion, déjà, je pense que ça a dû lui faire beaucoup de bien de voir ce film. Et toi, le fait qu'il t'ait dit bravo, qu'est-ce que tu as ressenti ? T'avais besoin de ça ou non, j'avais pas besoin de ça. Non, moi déjà j'étais content d'être allé au bout, d'avoir que le film sorte au cinéma, dans une salle de cinéma. C'était une vraie. C'était mon premier film parce que ça fait très longtemps que je fais des films et que là c'était vraiment la première fois qu'un film que je réalisais sortait au cinéma et donc j'étais fier d'avoir réussi quoi, à être réalisateur vraiment après toutes ces années où j'étais assistant pendant 10 ans. Donc voilà, j'étais déjà fier que le film existe et qu'il soit aussi reconnu par des professionnels. Oui, et puis le CNC a apporté son aide aussi, les régions, donc c'est pas mal aussi. Ouais. C'est déjà une première étape en disant voilà, c'est un film professionnel. Voilà. Je parle de ma famille, mais c'est quand même un film professionnel. Ouais, c'était à la fois une réalisation personnelle en tant qu'enfant de cette histoire complexe et professionnelle. C'était le double enjeu. Oui, bien sûr. Et alors, tu as réussi à interviewer une sœur. Oui, la dernière sœur vivante de Badé, qui avait 95 ans à peu près. Claire apparaît dans le film. Il y a c'est Jean-Marie qu'on voit dans le film. François, les François. Les deux oncles. Ton père n'avait pas voulu. Déjà, il a donné les films. Mais après apparaître, ça devait être. C'est encore une étape. C'est peut-être dans le prochain film. Et Marie qui le dit ici dans ce micro-trottoir. Non, moi, j'ai pas voulu et je n'arrive pas à parler de mon enfance. Et même, on ne l'entend pas dans ce micro-trottoir, mais même nous, elle nous l'a dit. J'ai oublié. J'ai oublié mon enfance, c'est quand même assez difficile. Elle a donc oublié tous ces bons moments qu'elle a dû passer quand même avec Badé. Tous ces moments de joie et puis ces souffrances aussi, j'imagine. Et c'est un peu comme ça, tout le monde a un peu vécu de cette façon-là. Oui. Je pense que les aînés dans les familles où il y a un problème de santé mentale grave comme ça, ils prennent cher. Le père de Romain est le deuxième, après Marie. Et c'est dur pour eux parce que je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Moi, j'ai 4 ans de moins que ma sœur. Et ils ont beaucoup souffert, en fait. Je sais pas. Entre vous n'en avez jamais parlé? Si, on en parlait. Mais la maladie mentale nous a isolés aussi les uns les autres dans la fratrie. Moi, j'ai fait équipe avec un de mes frères qui avait 20 mois de plus que moi.
Dans la vie, on a été un peu compagnons de vie, mais je ne connais pas ma sœur, elle ne me connaît pas. Après le film, elle m'a dit, on pourra refaire l'histoire familiale ensemble. Je lui ai dit, Marie, non. Enfin, si tu veux, toi, vas-y, tu poses-moi des questions, mais moi, je veux pas revenir sur ça. Ça fait des années que je travaille dessus. Oui, ça y est, j'ai avancé. J'ai plus envie, là. Oui, j'ai avancé. Dans une conversation qu'on entend avec ton père, dans ce film, tu lui dis que tu es l'héritier de cette histoire. Oui. Et donc, tu as voulu au départ appeler ce film l'héritage. Ça signifie quoi en réalité, cet héritage ? Pour toi, c'est l'héritage psychiatrique, psychique. Ouais, il y avait cette peur de la transmission par les gènes de la maladie mentale. Il y avait ça qui était, je me demandais. Et aussi, en faisant ce film, c'est un peu ça ma découverte en faisant ce film, c'est que justement cette femme, ma grand-mère et à la fois mon grand-père, ne m'ont pas transmis que du négatif, que parce que mon grand-père est mort quand j'avais à peine 2 ans, enfin, donc il y avait quand même aussi cette ombre-là qui planait de la mort et de la maladie. Mais ils m'ont transmis aussi de la poésie, cette pulsion de vie aussi qu'on voit dans le film, dans les images, où elle est très, très vivante, très, très joyeuse, elle a une énergie incroyable. Et donc c'est aussi la découverte du film, c'est de voir qu'il y a aussi tout ça quoi, dans ces ancêtres-là, et le film va vers la vie avec cette grossesse qui se tisse avec l'écriture du film et mon fils qui naît pendant le montage et qui grandit et que j'intègre au film. Et donc c'est un peu la vie qui reprend. Donc ça aurait très bien pu être le sous-titre, l'héritage au dos de nos images, ouais. L'héritage. Ça aurait pu être ça. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage aussi? C'est la question que pose le film. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Est-ce que justement on choisit de se focaliser un peu dystop en fait. Ouais, j'ai dit avec stop. Ce film. C'est pour ça que mon fils referme la porte à la fin. À la fois, c'est stop, mais aussi mais sans le renier. Il faut s'y confronter pour pouvoir. Il ne faut pas le nier, quoi. Il faut s'y confronter et puis il faut continuer à regarder vers l'horizon, quoi. Alors, Badé le dit dans le film, à travers ce texte, qu'elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Ça a été très violent à chaque fois. Malgré tout, pendant toutes ces années, aujourd'hui on est en 2021, la psychiatrie a avancé. On espère que ça a avancé. Et est-ce que vous connaissez les lieux de vie alternatifs qui sont mis à disposition aujourd'hui, par exemple les centres d'hébergement de réinsertion qui sont dédiés aux femmes? Non, pas. Mais à l'époque, déjà, il y avait beaucoup de centres alternatifs qui étaient mis en place. Après, c'est qui fait quoi dans ces centres, qui finance, qui suit ces gens et les aide vraiment. Parce que c'était ça le problème déjà à l'époque où j'ai fait ce film. Moi, ce que j'avais ressenti dans les centres alternatifs, c'est qu'il n'y avait pas un vrai suivi. Aujourd'hui, ça a peut-être beaucoup changé. Bah écoutez, on va accueillir Annabelle, qui est notre chroniqueuse, et qui va nous parler justement d'un CHRS qu'elle est allée voir. En tous les cas, elle est allée à la rencontre des femmes qui habitent dans cet établissement. Salut. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous présenter le CHRS en fait. Alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. En fait, il y en a plus de 300 en France. Et le concept de ce genre de centre, c'est de lutter contre l'exclusion. En fait, ces centres ont pour vocation d'accueillir des personnes en grande difficulté santé mentale, sociale ou économique. Il se trouve qu'au cours de la vie, ils se sont retrouvés dans une situation, que la maladie a pris le dessus. Et donc, ils ont besoin d'aide. Et donc là, j'ai profité d'une sortie culturelle du CHRS Falleray, situé dans le 15e. Alors, on est parti à Versailles voir les jardins botaniques. Et l'idée, c'était justement le fait qu'elles soient en dehors de cette structure d'accueil, de discuter avec elles et de comprendre un petit peu comment elles vivent cette pause. Parce que ce sont il faut comprendre que ce genre d'établissement, c'est pas toute la vie. Hein. C'est de 1 an à 10 ans, entre guillemets. Oui, il faut préciser que celui-ci, particulièrement, il y a un pavillon qui est dédié aux femmes. Ah oui, c'est que des femmes. 106 femmes, vous allez voir. Elles ne sont pas 106 à l'écran, hein, parce que sinon, on n'a pas des heures. Mais donc, je vous laisse regarder, puis après, on discute un petit peu. On va rejoindre un groupe de CHRS. En
fait, l'idée, c'est de découvrir les jardins botaniques. On va voir ce que c'est. CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui va être un lieu du début du rétablissement. Donc l'idée de s'apaiser, de se poser, de partir sur des projets et des objectifs réalisables et atteignables au fur et à mesure via les différents accompagnants, les différents référents sociaux, les différentes activités support aussi, à l'image du projet culturel qui est ici, qui va leur permettre d'élaborer un projet d'insertion professionnelle. Et là, au niveau de la visite, en fait, c'est quoi? C'est une sortie culturelle? Voilà, c'est une sortie culturelle parce que c'est vrai que ce qui est important qu'on dit toujours, et qui est important que les gens ils découvrent un petit peu qu'est-ce que c'est la vie. On peut découvrir un petit peu Versailles et découvrir tout autour de Paris, qu'est-ce qu'il y avait, quoi. D'accord. On va les découvrir alors. Tout cela, en fait, pour son divertissement, puis aussi quand même pour l'étude. Quand les animaux meurent de vieillesse, on va pouvoir les tisser. Je m'appelle Anne Delage, je suis conférencière de la Réunion des musées nationaux et j'interviens à la fois au musée du Louvre et au musée de Versailles. Les visites, elles sont vraiment toujours sur mesure parce qu'il n'y a pas un groupe qui ressemble à l'autre. Il faut complètement adapter le discours, c'est toute la richesse. C'est à la fois se mettre à la portée des gens, voir où va leur intérêt, répondre aux questions pour créer quelque chose de dynamique, d'intéressant à la fois pour le conférencier et pour les gens qui sont là. Regarde ça, regarde ce soleil magnifique. Voilà. Alors comment ça se passe au sein du CHRS? C'est trop petit. C'est trop petit? Oui, c'est trop petit. C'est pour ça qu'on essaye de sortir le plus possible. Ah, il faudrait pousser les murs. Non, il faudrait pousser. En fait, moi je suis infirmière au sein du CHRS. Les filles viennent vous voir dès qu'elles ont un petit souci ou... C'est ça. Je les accompagne à des rendez-vous médicaux. Je fais un petit peu la coordination. C'est la bonne copine. Ouais, ça dépend pour qui. Hein. Enfin, chaque situation est différente, mais certaines avaient un emploi avant, un logement, et puis pourquoi la pathologie a fait qu'elles ont tout perdu, et que quand elles sortent de l'hôpital, elles n'ont plus rien, donc elles viennent chez nous. Et le but de mes collègues qui sont référents sociaux, c'est de les accompagner vers l'emploi quand c'est possible, ou vers un emploi adapté, vers un logement, un appartement autonome quand c'est possible, sinon un logement adapté. Ça doit être chouette. Ouais. Ah oui, non. Quand elle arrive à retrouver un emploi. Voilà, quand on voit une avancée et tout. C'est magnifique, ça va être top. Oui. Tu fais assise? Je suis assise parce qu'on a marché pas mal et que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Surtout qu'il fait super chaud. Et toi alors, donc toi tu fais partie aussi de ce groupe-là, le CHRS, c'est ça? J'ai fait un séjour dans la grande structure pendant 2 ans. Oui. Et maintenant j'ai été orientée vers une partie complémentaire de cette même structure qui s'appelle les appartements diffus. C'est-à-dire que c'est des appartements insérés dans le tissu social, dans la ville. En fait, tu as plus d'autonomie. Voilà, il y a plus d'autonomie, on est en cohabitation et pas en colocation avec d'autres personnes. Et ça se passe bien? C'est une découverte, c'est... c'est la cohabitation. Voilà. Apprendre à s'adapter à l'autre. Ouais, c'est un défi même. Ah bah ouais. Et par contre, vous êtes suivis quand même On est suivis par la même équipe. Ah ça c'est chouette, donc vous avez vraiment un suivi, vous êtes autonome. On est indépendant, mais on a des référents qui viennent environ une fois dans la semaine. Ils viennent discuter un petit peu de comment ça se passe, ils vérifient l'état de l'appartement, la propreté, le respect. Et puis on parle aussi un petit peu de l'aspect un peu social et psychologique, comment ça se passe avec les autres cohabitantes. Oui, parce que des fois, il peut y avoir on a chacun nos soucis, donc des fois, ça peut... Oui, voilà, et puis il faut s'habituer les unes aux autres. Écoutez, on a 106 femmes qui sont sur un lieu comme ça. Forcément, des fois, il y a des clashs, des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'on intervient, et c'est vrai que... C'est pour ça que ces sorties culturelles, ces sorties qu'on fait, ça permet aussi un petit peu, des fois, de renouer certaines choses entre elles. D'ailleurs, quand
quand on parle avec les filles, on les sent bien, on les sent rassurées. On est là pour les aider, on est là pour trouver des solutions, on est là pour discuter. 106 femmes autour de vous, validant. Ça, c'est la classe. Toujours un rêve. Eh oui, il a de la chance. Est-ce que c'est vraiment un rêve? Oh, ça, j'en sais rien. Moi, mais en fait, vous parliez de famille, là, c'est vraiment aussi une grande famille. On les sent, même si des fois, effectivement, elles peuvent... voilà, on n'est jamais... on n'est pas parfaites tous. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elles sont bien. Et voilà, le lien avec la famille, bah, c'est une autre famille. Et c'est vrai que ce genre d'établissement, c'est vraiment une solution d'hébergement temporaire. Donc, c'est à un moment dans leur vie, c'est une pause pour rapatrier, pour reprendre un peu tout ça, une pause pour l'hygiène, pour se reprendre un petit peu confiance en soi, et aussi rapatrier tout ce qui est démarche administrative, par exemple. Rapatrier tous les papiers, les aider à trouver un emploi. Et donc, on sent qu'elles y sont bien. Et après, donc, il y a des parcours plus ou moins longs. Donc il y a deux structures. Hein. Il y a la structure collective, où en fait elles ont chacun leur chambre, mais elles ont les repas en commun et tout ça. Et après, il y a la structure diffuse, donc les structures éclatées, où là, ils sont en appartement et en réinsertion, entre guillemets, puis après, ils partent. La vie suit son cours. Ouais, voilà. Est-ce que ces femmes sont des femmes qui vivent seules déjà dans leur vie ou qui ont des enfants ça peut être ce cas-là ou non? C'est pas Alors, du tout après. Les CHRS, donc là, ce sont que des femmes, mais sinon, ça peut être des familles aussi, hein, ou des hommes. Là, effectivement, ce sont des femmes qui sont issues de la rue. Une grande précarité de la rue avec un problème psychique notamment. Et elles se sont vraiment enfoncées malheureusement dans la maladie. Donc voilà, c'est un bon tremplin, je trouve. C'est le genre de structure. Et donc elles partent des fois faire des visites touristiques. C'est ça leur permet à Versailles, de prendre conscience de l'univers. On leur sort un peu le nez de toujours leurs problèmes, il faut s'intéresser au monde. Et donc là, elles sont ces femmes-là, elles sont 106 femmes. Et c'est le bâtiment le plus ancien de l'œuvre Falleret, qui a été créé en 1863. Donc c'est un bon vieux bâtiment. Mais qu'on ne voit pas là, c'est non, Versailles. qu'on ne voit pas. Donc c'est joli aussi, Versailles. Un jour, on ira peut-être aller les voir chez elles. L'idée, c'était vraiment de les voir en dehors d'abord, puis après, qu'elles nous accueillent chez elles. Voilà, en tout cas, elles sont formidables toutes. Ta chronique est formidable aussi, parce que c'est vachement intéressant de pouvoir les mettre en lumière et de mettre ce genre d'établissement aussi un petit peu en lumière. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce genre d'établissement alternatif? Parce que visiblement, Badé n'a pas eu l'occasion de... Non. Alors peut-être dans réinsertion sociale, non, mais il y a d'autres établissements qui... Je crois qu'on a beaucoup bougé là-dessus. En 50 ans, les choses ont énormément changé. Elle dit appartement diffus, nous on disait appartement thérapeutique quand on était dans le secteur psychiatrique. Le langage change aussi. Hein. Le langage change. Ce qui n'a pas changé en psychiatrie et que je voulais juste préciser tout à l'heure et qui est du fait des établissements privés, c'est que les électronarcoses, les électrochocs existent toujours. Il faut le savoir. Moi, si j'avais encore l'énergie de la jeune journaliste, je m'y mettrais, mais c'est vraiment une thérapie qui est pratiquée quand les gens veulent se suicider. Et ça n'existe plus dans l'hôpital public depuis, je crois, les années 70. Si, à Sainte-Anne encore. À Sainte-Anne encore tous les jours. J'ai cru que c'était interdit dans le service public. Non, toujours à Sainte-Anne. En tout cas, voilà, beaucoup de choses ont changé, les ouvertures, etc. Mettre les gens ailleurs que dans leur milieu chronique, malade. Mais ça, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui, sous couvert de ces gens vont se tuer ou vont tuer quelqu'un, on va vite sur des méthodes un petit peu catastrophiques. Elle avait déjà fait des tentatives de suicide, Badé? Oui, elle en faisait beaucoup. Et son traitement, c'était quoi? Des électrochocs? Alors en fait, c'est dit dans le film qu'elle a eu des électrochocs. En fait, elle a été tout le temps. Aussi. Oui, le lithium très tard, dans les années 80. Mais au départ, si vous voulez, c'est camisole chimique, donc médicaments. Les médicaments ne faisant pas leur effet, la tentative de suicide arrive. Elle est généralement ratée. Elle a passé sa vie à rater ses suicides. Et finalement, le jour où elle a réussi vraiment son suicide, c'est le jour où on l'avait coincée dans une maison de retraite, parce que nous, on avait fait ce qu'on avait pu pour l'installer quelque part, mais elle s'est sentie piégée. Et là, elle a dit non. Et là, elle est passée à l'acte vraiment. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions intermédiaires comme ce que vous décrivez, Annabelle, comme ce que tu décris, Annabelle, qui sont pas assez en tout cas.
Il n'y en a pas pas assez. assez. Pas assez. Combien tu dis? Il y en a 300 en France? Plus de 300. Donc là, c'est CHRS, mais après, il y a d'autres... Oui, il y a d'autres établissements qu'on a été voir, établissements, des foyers, il y a plein de choses. Des GEM, il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant qu'il n'y avait pas avant. Oui, on a fait beaucoup de Après, tournages. il y a quand même- On a été tourné aux sources, aux collines. D'ailleurs, c'est des documentaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Bien dans ma tête TV. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces documentaires parce que nous, on fait ça. On va voir tous ces établissements pour les mettre un peu en lumière parce qu'ils ne sont pas connus, ils ne sont pas assez connus. Même certains médecins, psychiatres n'ont pas connaissance de ces établissements. Je vais revenir sur une image forte, Romain, de ton film. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, où on voit ton fils justement qui ouvre, puis ferme, puis rouvre, puis referme une fenêtre. Moi, je me suis dit, il referme une blessure. Oui, exactement. Familiale, comme s'il portait un petit peu ce défi-là de fermer cette... Mais il rouvre cette fenêtre et finalement, cette fenêtre qui se rouvre, c'est l'envie d'avancer, l'envie d'ouvrir. Est-ce que c'était vraiment ça ou il n'y a que moi qui l'ai perçu comme ça? C'était vraiment ça. Puis il y a le son aussi de la rue qui rentre et il referme, il rentre, il y a la vie. Et c'est le moment où il allait marcher à ce moment-là. Quelques semaines après, il se mettait à marcher. Il y a un plan sur les pieds où il est encore un peu en équilibre, il s'appuie sur cette fenêtre. Et oui, il y avait vraiment cette idée de... Et aussi de lui faire confiance, de lui faire confiance. C'est-à-dire qu'il joue avec cette porte où il pourrait se coincer les doigts, je le regarde avec ma caméra, mais je le laisse agir et je lui donne ma confiance. Il te regarde aussi. Et mon regard aussi. Mais lui, il te regarde. Ah oui, il se tourne vers moi, il me fait un petit sourire. Genre, t'as vu? Ouais. Hein? Et confiance en moi, papa. Je sais ce que je fais. Et il ne s'est pas pincé les doigts. Non. On le voit pas dans le film en tout cas. Non, c'est pas pincé. Non, mais c'est vrai que c'est une image qui est forte et j'imagine que vous, c'était... On voit beaucoup de fenêtres d'ailleurs dans ce film. C'est un motif qui revient. Il y a beaucoup de motifs dans le film qui reviennent comme ça. Mais d'ailleurs, par rapport à ce dernier plan, oui, à la fin, il y a un montage où justement on voit Claire, on voit Jean-Marie, François et même Claire regarde hors champ l'horizon, elle regarde Paris et c'est un faux raccord regard sur mon fils qui regarde aussi Paris. Par la fenêtre. Et donc, c'était les réunir un peu symboliquement. Mais on voit aussi, au début du film, on voit beaucoup de silence. Et à la fin, il y en a beaucoup moins. Donc, il y a rompu le silence, en fait. Merci Annabelle pour cette belle chronique. Merci. Je vous laisse continuer. Oui, merci. Alors justement, on parlait de cette évolution sur la santé mentale et en psychiatrie, même s'il y a encore bien des choses à voir et on en parlait à l'instant. Et on va parler d'innovation maintenant en santé mentale. Et c'est Stéphane qui va venir nous rejoindre, qui va nous en parler et nous parler de TIL. Est-ce que ça se prononce comme ça? Oui, alors c'est assez particulier parce que normalement on ne devrait pas le prononcer comme ça. C'est la contraction de deux mots en anglais, team et il. D'accord. Soigner les équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va partir de deux chiffres pour comprendre ce reportage et cette chronique. En 2020, un salarié sur deux se déclarait en proie à une détresse psychologique. Et ne pas prendre soin de la santé mentale, ça coûte 2 000 € par collaborateur et par an. C'est le plus gros poste de dépense de l'assurance maladie, devant les cancers, devant les troubles cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires. C'est l'équivalent de 19 milliards d'euros. Et donc, TIL s'attelle au problème de la santé mentale. TIL, c'est une jeune start-up créée par 4 cofondateurs, 4 amis, dont Julia Nelbiz, qu'on va voir dans le reportage. Start-up qui existe officiellement depuis le début de l'année, qui a déjà levé 2 millions d'euros. T'as de la chance, toi, il y a des petits bruits de travaux maintenant dans ta chronique. C'est pas grave. C'est que les choses avancent aussi, s'il y a pas le reste. Cette start-up, elle fait partie, alors puisqu'on entend les bruits de la technique industrielle et des travaux, elle fait partie de ce qu'on appelle la psytech, c'est le secteur d'activité qui utilise donc les nouvelles technologies pour créer et innover autour de la psychologie, de la psychiatrie. Et ils ont décidé de démystifier le problème de la santé mentale, TIL, et de fournir des outils aux collaborateurs des entreprises. Ils croient beaucoup au fait que les entreprises peuvent s'emparer de ce problème-là parce qu'elles sont souvent démunies, elles ont des obligations vis-à-vis des salariés, mais il y a, on le disait, un salarié sur deux qui se disait en proie à cette forme de détresse. Il y a un vrai problème et donc
Thiel dit, d'une part, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés, qui disent « bon, mais moi, j'ai pas de problème de santé mentale ». Et puis, il y a ceux à côté qui disent « ben, moi, j'ai des problèmes et qui n'osent pas en parler de peur d'être mis à l'écart ». Donc, ils ont envie, effectivement, de démystifier la santé mentale en disant « c'est aussi important de s'en occuper que notre santé physique ». Aujourd'hui, on nous dit de bien manger, de nous laver les dents, d'aller faire du sport. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la santé mentale? Rien. L'idée, c'est de l'entretenir au maximum. Et pour ça, Thiel a créé un outil, une application. Ben, on va voir dans le reportage, Juliane Elbise, qui nous a accueillis, explique comment ça fonctionne. Et puis on rentrera un petit peu dans le détail après. Quel est le concept général de Thiel en fait? C'est d'accompagner les salariés et les entreprises? Exactement. Alors Thiel, c'est la première plateforme holistique de santé mentale dédiée aux collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Déjà, on a un accompagnement qui est à la fois curatif et préventif, à la fois individuel et collectif, et qui prend la santé mentale dans sa globalité, qui ne fait pas de séparation stricte et de frontières entre ce qui relève de la santé mentale, qui serait dite personnelle et professionnelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On met la technologie au service de la thérapie et on a créé, en plus d'un accompagnement collectif au niveau de l'entreprise, une application mobile qui est dédiée à chaque collaborateur et qui est mise à disposition gratuitement de chaque collaborateur. Cette application, il faut savoir qu'elle a été construite avec des médecins psychiatres et des psychothérapeutes qui nous ont aidés sur la logique à construire l'application, mais aussi qui nous ont aidés et qui nous aident au quotidien sur la création du contenu. En fait, notre application mobile, elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier, c'est un indice de santé mentale propriétaire qui permet de cartographier son état de santé mentale. Qui est propre à chacun. Hein. Exactement, qui est individuel et personnalisé. Le deuxième pilier, c'est une librairie, un peu le Netflix de la santé mentale, on dit, qui est constituée de programmes qui sont basés sur des activités, des outils et des vidéos de psychoéducation et qui reposent vraiment sur des activités dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, ce qui est super important pour nous. Et le troisième pilier, assez naturellement, c'est de pouvoir prendre rendez-vous avec un psychologue de l'application. Notre ambition, c'est vraiment de faire en sorte de réussir à créer un nouvel usage, à la fois dans les entreprises et que ce soit demain un must-have de toutes les entreprises d'offrir à ses collaborateurs une solution comme la nôtre, mais aussi de créer un nouvel usage chez les utilisateurs. Bon, merci de nous avoir reçus, Julia, et de nous avoir présenté toutes ces possibilités que vous êtes en train de développer. Merci. Merci à vous. Super intéressant. Hein, ils essaient de créer un peu le Netflix du self-care, c'est ce qu'ils disent. Il y a 250 vidéos qui sont à disposition, qui permettent à chacun de se retrouver sur une thématique, sur un problème. Alors par exemple, ces derniers jours, il y avait des conseils pour les personnes en couple, des conseils sur la communication à l'intérieur du couple, parce qu'on le sait, après on vient au travail avec ses propres problèmes personnels. Donc, oui, puis ça tourne, accompagner les gens, effectivement, ça peut, dans leur vie personnelle, c'est aussi leur permettre d'être performants dans l'activité professionnelle. Mais il y a d'autres vidéos que j'ai prises comme ça, que j'ai relevées, que peuvent faire les équipes RH pour agir contre le burn-out, identifier les premiers signes du burn-out, comment se préserver du stress au travail, trouver son rythme sans s'épuiser. Donc c'est des problématiques qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder au travail et qui, grâce à cette application, on l'a vu, il y a un tableau de bord, on peut mesurer son état du quotidien, du moment, et voir sur quel ressort jouer. Alors il y a peut-être des vidéos qui vont nous interpeller, et ce qui est pertinent derrière, c'est qu'il y a une mise en relation avec une trentaine d'experts. Hein. L'idée, c'est pas que ça reste lettre morte, et c'est qu'on puisse ensuite être orienté vers des experts qui vont prendre en charge ou qui peuvent conseiller de façon un peu plus personnalisée chaque collaborateur qui aura regardé ces vidéos. C'est déjà en route? C'est en route, c'est actif. Ils ont c'est payant? Alors, ce sont les entreprises qui vont collaborer, qui vont cotiser, payer le forfait, mais après elles sont mises à disposition, c'est déployé. C'est ce que disait Julia, de façon, c'est presque un cadeau, un accompagnement comme on pourrait accompagner ses salariés avec un forfait pour la salle de sport. Mais là, c'est pour sa santé mentale. Et donc, c'est intéressant parce que la performance, encore une fois, en entreprise ou au quotidien, hein, on le dit tous, on est des champions du quotidien. Aujourd'hui, on a des rythmes un petit peu fous. Eh bien, elle passe aussi par la santé mentale et par, effectivement, peut-être ce genre de solution qui arrive aujourd'hui de plus en plus sur le marché et dans nos vies. Mais c'est marrant que tu dises, on a des vies quotidiennes un peu folles, c'est vrai.
rythmes fous. Bien sûr. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, on se rend malade un peu. Il faut être performant tout le temps, ne pas être stressé, être agréable, savoir communiquer, voilà. Et puis ne pas savoir prendre cette charge, effectivement, quotidienne. Toi, tu travailles à France Info, tu diriges une équipe, tu es rédac chef d'une équipe de chroniqueurs. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que tu ressens des fois que ça va un petit peu trop loin dans les exigences des médias? Est-ce que... Alors le problème du professionnel et du personnel, c'est que souvent, quelqu'un qui a du mal dans sa vie personnelle à régler, par exemple, qui fait trop de choses ou qui est tout puissant chez lui ou chez elle, il va répercuter la même chose dans le professionnel. Et oui, c'est compliqué de les gérer. Moi, je dis toujours, tu devrais t'arrêter. Il y a des gens à qui j'ai dit il y a un an, tu devrais t'arrêter. Et là, il y a des gens qui sont tombés. Enfin, d'un coup, ils tombent parce qu'ils ne peuvent plus. Mais l'important pour moi dans mon équipe, c'est de toujours être là, d'écouter, aussi de repérer des gens qui sont vraiment... qui ne parlent plus. Ça m'est arrivé une fois, je l'ai expliqué lors du film présenté au cinéma. Une fois, j'ai repéré une fille qui était complètement mutique et qui, visiblement, allait passer à l'acte. Donc, je suis allée la voir, je lui ai dit « ça ne va pas ?» Et elle ne me parlait plus. Alors là, j'ai rappelé du monde autour de moi. Je dis « qu'est-ce qu'on fait ?» On a appelé les pompiers ont appelé le médecin. Finalement, je me suis retrouvée avec elle à Sainte-Anne. On a été 6 heures ensemble, de 9 h du soir à 3 h du matin. Et en fait, il ne faut pas croire que c'est que le boulot qui stresse les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que ce qu'on est chez soi, on l'est au travail, en fait. C'est un peu... mais ça, les DRH, les managers, ils ne gèrent pas ça. Enfin, c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Cette application. Quand ils démystifient effectivement le problème de la santé mentale, ça permet aussi à certains d'entre nous d'identifier et de pouvoir libérer la parole. On n'est pas tous capables d'avoir une communication avec un collègue qu'on ne sent pas forcément bien, effectivement, et d'avoir cette application, c'est peut-être un moyen de lui donner la parole, en fait, et de dire, bah voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne s'identifie comme étant en souffrance psychique? Donc, tu disais, il y a des professionnels qui sont en ligne. L'application guide, accompagne. L'idée, c'est ensuite aussi de se tourner vers les services dédiés au sein de l'entreprise ou dans sa vie personnelle vers des professionnels de santé adéquats. C'est pas tout de suite quelqu'un qui t'appelle et qui vous fait un bilan. Il y a des contacts, il y a une trentaine d'experts en santé mentale qui chapeautent les contenus, comme le disait Julia dans le reportage. Mais c'est vrai que moi, je m'arrête sur ce que soulève Claire, c'est ça. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, au dos des images, sur l'image que l'on donne au quotidien et sur le fait qu'à un moment donné, on vient aussi avec ses bagages, avec ses poids et on essaie d'être celui qu'on attend au travail. La belle image, voilà. C'est ça que tu veux dire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Thiel dit, bon ben voilà, nous sommes faits de chair et de sentiments et d'émotions. Et donc au travail, on amène tout ça et donc il faut prendre soin de tout ça. Belle découverte, merci infiniment. Merci. Donc Thiel, ça s'écrit T-E-A-L-E. T-E-A-L-E, la contraction de Tim et Il pour soigner H-E-A-L. Et c'est une appli française. Ah oui. C'est pas mal ça. Hein oui, on en fait quand même des choses super bien. Donc ton actu, Claire, qu'est-ce que toujours en action sur France Info? Alors moi actuellement, je gère une équipe de chroniqueurs qui est essentiellement, les chroniques sont diffusées essentiellement le week-end. Et je suis toujours dans l'actu de ce monde, puisque France Info, c'est vraiment l'actu. Et c'est aussi bien, ça peut être la santé mentale. On a une chronique qui s'appelle « C'est dans ma tête ». Et j'aime beaucoup cette chronique parce qu'on aborde tous les sujets. Et sinon, je gère ces gens qui sont totalement indépendants et qui produisent un travail magnifique. Et ils viennent juste me voir quand ils ont un peu besoin de discuter. Voilà. Donc, je valide leur chronique pour l'antenne et je fais leur page, j'édite leur page sur le site de France Info tous les week-ends. Bon, voilà. Bien, on va suivre ça de près alors. Romain, quelle est l'ambition que tu as pour ce film au dos de nos images ? Parce qu'on t'entend au début du film, tu dis mais papa, il n'y a que 100 personnes qui voient mon film. Personne bon là il y a un film. peu plus maintenant. Là il y a déjà. un peu plus mais pas assez.
Donc j'aimerais bien qu'il soit programmé, par exemple, dans votre... sur notre antenne. Ouais, sur votre antenne. Et qu'il soit vu encore. Le message est passé. Ouais, qu'il soit vu le plus possible, quoi. C'est pour ça que je l'ai fait. Et je suis en train d'écrire un nouveau film. J'ai écrit une fiction sur l'inceste. Et j'ai tourné un documentaire pendant le confinement qui s'appelle Les gens à la fenêtre. Et on est en train de rechercher des financements. Justement, vous me demandiez tout à l'heure, quand tu me demandais, Judith, est-ce qu'on ne la voit pas dans le film, elle reste hors champ. Et on a tourné un film. Judith et sa femme, parce que vous n'avez pas vu le film. Judith et sa femme. On l'entend, mais on ne la voit pas. Pendant le confinement, on a tourné un film avec ma femme et mon fils où on essaie de raconter de l'intérieur, avec une famille ordinaire, de raconter cette crise extraordinaire qu'on a tous vécue. Et donc on s'est filmé pendant 70 heures, 1200 plans, et ça s'appelle Les gens à la fenêtre. Et on cherche un financement en ce moment pour faire le montage. Toujours une fenêtre. Ouais, et c'est toujours la même fenêtre. Et c'est toujours la même fenêtre. Ouais. Sauf que cette fois, on tourne beaucoup sur le balcon qui fait 1 mètre carré. Et on est 3 dessus. Voilà. Merci Claire, merci beaucoup Romain, merci Stéphane pour cette super innovation qu'on découvre. Merci à tous les deux. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau talk show pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.